Et sur Europe 1, on en vient à l'expertise des éditorialistes d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Natacha Polony pour la politique, Nicolas Bétou de l'opinion pour l'économie et François Clémenceau du Journal du Dimanche pour l'actualité internationale. Bonsoir et bonne année à tous les trois. Bonsoir, bonne année Nicolas. Bonne année. On commence avec vous, Natacha Polony. C'est donc la fin de la trêve des confiseurs. La politique reprend ses droits. Le premier tour de la primaire de la gauche, c'est dans 20 jours seulement. La campagne va donc être très courte. Les candidats s'agitent, on l'a vu notamment aujourd'hui, mais vous n'êtes pas certaine que ça va passionner les foules. Ben oui, et pourtant, vous le dites quand même, ils se sont jetés à corps perdu dans le bain médiatique. Il y avait Benoît Hamon ce matin, évidemment, sur cette antenne. Vincent Peillon, Arnaud Montebourg qui annonce son organigramme de campagne ce matin avec tellement d'enthousiasme qu'il enrôle un petit peu vite Guy Bedos, qui ne se souvenait pas du tout avoir accepté la présidence du comité de soutien. Bref, ils agitent les bras, ils se font croire qu'ils concourent aux 100 mètres nage libre des Jeux Olympiques. Et si possible, ils font quelques vagues même dans les couloirs du voisin. Par exemple, Vincent Peillon parle des fautes lourdes de Manuel Valls, Premier ministre. Arnaud Montebourg revendique une candidature qui ne soit ni une candidature de soumission à l'ordre du monde tel qu'il va, ni une candidature de prospective pour répondre à la question de savoir ce qu'on va faire dans 10, 15 ou 20 ans. Alors, sous-entendu, ni Manuel Valls, ni Benoît Hamon. Bref, chacun s'apprête à préciser son programme, mais en fait l'impression c'est qu'il nage plutôt la brasse coulée, quoi. Vous voulez nous dire, Natacha, que cette primaire pourrait être un fiasco ? Alors, en fait, il vaut mieux éviter les certitudes un peu trop arrogantes, parce que les Français sont avides de politique et que peut-être qu'ils auront envie de choisir le candidat du Parti socialiste. Surtout si, sait-on jamais, les trois débats font émerger des questions de fond, c'est-à-dire si on parle d'Europe, de réindustrialisation, d'école, d'aménagement du territoire, de laïcité, de frontières, de décroissance, de patrie, bref, de tout ce dont il n'a absolument pas été question pendant la primaire de droite. Encore faudrait-il, et ça c'est important, que nous, journalistes, nous ayons envie de faire émerger ces sujets. Voilà, les bonnes intentions de Natacha pour 2017, faire émerger les bonnes résolutions, faire émerger les vrais sujets. N'empêche que la primaire de la droite a été un succès. Oui, mais parce qu'on avait décidé que c'était la victoire en mai qui se jouait. Mais à gauche, pour l'instant, la question qu'obsède la plupart des commentateurs, c'est lequel est le plus rassembleur ? Comme si rassembler, c'était une fin en soi. Comme si le destin de la France avait quoi que ce soit à voir avec le destin d'un parti socialiste qui, en fait, on le sait tous, est aussi fatigué que la SFIO en 1969. Alors, le seul et unique programme, c'est de rassembler pour battre le camp d'en face et surtout le Front National. Du coup, certains en viennent même, c'est incroyable, à se demander qui devra se désister d'Emmanuel Macron ou du vainqueur de la primaire pour replâtrer la gauche libérale progressiste. Et on traite Jean-Luc Mélenchon d'empêcheur de rassembler en rond, quand bien même son projet, lui, ne recoupe pas ceux des candidats PS, et en particulier sur l'Europe et la nation. Pourtant, il faut quand même se souvenir d'une chose. L'évidence, c'est que François Fillon ne répond pas forcément aux aspirations d'une majorité de Français, qu'il mord sur une partie de l'électorat FN et que donc tout reste ouvert. Alors il y a une chance pour sauver cette primaire, c'est de s'interdire le mot rassemblement, c'est d'arrêter de citer les phrases de machin contre truc, etc. et de parler éducation, agriculture, libre-échange, grande distribution, bref, de parler de la France et des Français. Eh bien, en voilà des résolutions donc pour les semaines qui viennent, Natacha, et on en reparlera tout à l'heure avec Christophe Borgel, qui est le président du comité d'organisation de cette primaire et qui sera l'invité du Club de la Presse sur Europe 1 après 19h. Nicolas Bétou, on en vient à l'économie. On fait toujours le 1er janvier l'inventaire de toutes les hausses de tarifs qui interviennent à cette date, les réévaluations d'allocations. Vous avez décidé de faire une autre liste. Et oui, celle des normes nouvelles et des contraintes supplémentaires qui s'imposent depuis hier aux Français et singulièrement aux entreprises. Alors la plus innovante, elle fait déjà jaser à l'étranger, c'est l'instauration d'un droit à la déconnexion des salariés. Alors concrètement, toutes les entreprises de 50 salariés et plus doivent négocier avec les syndicats ou les représentants du personnel le droit pour chacun de pouvoir éteindre son portable et de laisser les mails, les SMS, les appels téléphoniques dans son répondeur, sans répondre donc le soir et le week-end. Bon, l'objectif est certainement louable, respecter les plages de vie privée des salariés, même s'il est assez contradictoire avec l'effacement de ces frontières vie privée et vie professionnelle dans ce qu'on appelle la nouvelle économie ubérisée. Mais ce qui est étrange, c'est tout de même d'en avoir fait une loi et de ne pas avoir laissé ça au bon sens, à la diversité des situations et des entreprises. Il y a quelques grandes boîtes, y compris à l'étranger d'ailleurs, qui avaient déjà pris des dispositions, qui s'étaient organisées dans ce sens. Ça peut faire partie, par exemple, pour certains salariés, de l'attractivité d'une marque, l'attractivité d'une entreprise. Mais non, il a fallu pondre une nouvelle loi. Et c'était dans la fameuse loi El Khomri ? Ben oui, exactement, c'est l'article 55, mais comme vous vous souvenez dans quelle douleur cette loi a été enfantée, le résultat il est là. Non seulement il y a une loi sur la déconnexion, et la France est seule au monde à avoir fait une loi de ce genre, mais ce texte est totalement bancal. Alors, il oblige à négocier, mais s'il n'y a pas d'accord, le chef d'entreprise peut simplement édicter une charte, mais s'il ne le fait pas, il n'y a aucune sanction.
Voilà, tout ça pour ça. On croirait revivre dans ce simple article 55 tous les atermoiements et les compromis de cette triste loi El Khomri. En attendant, ça fait une loi de plus, une contrainte de plus, une norme de plus. Et vous avez compté le nombre de normes qu'il y a en France. Alors, je regarde l'heure pour savoir si j'ai encore le temps avant la déconnexion. Oui, je vais vous répondre. On compte près de 400 000 normes en France et malgré le choc de simplification promis par François Hollande, c'était dans ses vœux en 2013, il y a 3 ans donc, malgré ou à cause d'ailleurs de 3 secrétaires d'État à la simplification en 3 ans, rien n'a bougé. Les domaines dans lesquels les normes ont continué à proliférer, c'est l'immobilier, la loi Duflot restera dans les annales de ce point de vue. L'environnement, par exemple, on a l'extension là, ces jours-ci de l'interdiction des sacs plastiques aux sacs de moins de 50 microns d'épaisseur non compostables destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, notamment les sacs distribués en rayon. Oui, dit comme ça paraît compliqué. En vrai, ça veut dire les petits sacs tout fins dans lesquels on achète mais moins de 50 microns. Attention, si c'est 49 microns, c'est encore utilisé. Alors donc le social, l'environnement et puis donc le social, la pénibilité. Par exemple, les chefs d'entreprise qui ont des salariés qui sont soumis aux vibrations, à des chocs, doivent depuis aujourd'hui remplir pour la fin du mois des carnets individuels qui note si tel ou tel salarié est soumis à des vibrations de plus de 2,50 m par seconde carrée transmises aux mains ou aux bras. Alors si c'est l'ensemble du corps, c'est 0,50 m par seconde carrée. Vous voyez la complexité de tout ça. Bon, tout ça est évidemment très lourd à gérer, c'est très malthusien, c'est pénalisant à beaucoup d'égards. C'est tellement vrai d'ailleurs que beaucoup de candidats à la présidentielle, ceux qui ont commencé à dévoiler leur programme, promettent une vraie simplification. On a le droit quand même d'être sceptique. Natacha. Alors, moi, je ne mettrais pas sur le même plan toutes les normes. Et je pense qu'il est là le débat. C'est-à-dire que les sacs plastiques, c'est en train de détruire l'environnement. Il suffit de regarder n'importe quel abord de décharge, n'importe quelle bordure d'autoroute pour voir que c'est monstrueux. L'océan, ce sont des kilos. Vous l'avez bien compris, Natacha, c'est la complexité bureaucratique de ce genre d'interdiction progressive et les contraintes inutiles que ça oblige à suivre dans les entreprises. On ne met pas sur le même plan la loi qui interdit par exemple aux jeunes apprentis couvreurs de monter sur un toit qui fait qu'on les forme pendant 2 ans et qu'après on s'aperçoit qu'ils ont le vertige et que ça n'a servi à rien, et des normes environnementales. Ça ne pose pas les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter toutes les normes. Il faut essayer de distinguer celles qui sont délirantes, qui enquiquinent le monde, et celles qui sont justifiées, en particulier pour l'environnement. Natacha, on vous déconnecte, puisqu'à 18h39, c'est l'heure de déconnecter. Moi, j'aurai le droit de ne plus vous répondre quand vous m'appellerez à l'heure du déjeuner. Désormais, je déconnecterai entre midi et 14h. Tout autre chose, François Clémenceau. La rentrée du nouveau Congrès américain. On est à 17 jours de l'investiture de Donald Trump, mais les sénateurs, les élus qui ont été élus en novembre prennent leurs fonctions demain et ils ont l'intention d'en découdre avec le nouveau président. En tout cas pour les démocrates, et d'ailleurs pour vous donner une idée du rapport de force actuel donc au Congrès, voici le rappel des résultats du 8 novembre. À la Chambre des représentants, les démocrates ont reconquis 6 sièges, mais restent dans la minorité avec 194 sièges contre 241 à droite. Au Sénat, les démocrates ont repris 2 sièges, mais ne sont pas parvenus à inverser la donne. 48 sièges contre 52 aux Républicains, qui ont même une voix supplémentaire en cas d'égalité, celle du vice-président Mike Pence. Et donc on se dit que les démocrates ne pourront pas résister très longtemps. À travers ces chiffres-là, oui, mais regardez d'un tout petit peu plus près le vote populaire, là encore. À la Chambre, où les sièges étaient en jeu, tous les sièges, les démocrates ont raflé à l'échelle du pays 48% des voix contre 49% aux Républicains. C'est serré. Pour l'élection au Sénat, où 1/3 des sièges étaient à renouveler, les démocrates ont fait 11 millions de voix de plus que les Républicains. Et si vous ajoutez à cela le vote populaire pour la présidentielle, où Hillary Clinton a fait 2 millions de voix de plus que Donald Trump, vous vous dites que le Parti démocrate aurait tort de ne pas jouer ce soutien populaire. Et c'est donc ce qu'il va faire. Alors, ils vont essayer. D'abord, en essayant de s'opposer aux nominations de Donald Trump pour le gouvernement. Ça se passe uniquement au Sénat. Les démocrates, oui, n'ont pas de majorité, mais ils peuvent faire traîner les choses en longueur. Ils ont d'ailleurs promis de passer plus de 30 heures par séance de validation afin de bien montrer qu'ils ne sont pas une simple chambre d'enregistrement. Il est possible que sur 1 ou 2 candidats, notamment pour les affaires étrangères, avec l'ancien patron d'Exxon, Rex Tillerson, ou avec le patron de l'Agence de l'environnement, ils parviennent même à rallier certains élus républicains modérés pour révoquer les choix de Trump. L'autre grande bataille d'ici le 20 janvier, ce sera sur la volonté des républicains de faire annuler par vote la plupart des décrets exécutifs pris par Barack Obama, notamment sur l'immigration ou le climat, mais aussi pour limiter la liberté d'expression des démocrates dans l'hémicycle par le biais de procédures d'obstruction.
Tous ces combats risquent de diviser les républicains dans les deux chambres et ce sera intéressant de voir comment Trump, d'ici son investiture, a envie de laisser vivre ces batailles pour mieux s'imposer ou au contraire de les faire taire pour mieux rassembler. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, François, c'est que Trump n'est pas encore en place, que certains déjà aux États-Unis se penchent sur la question d'une éventuelle destitution qui passerait justement par le Congrès. Exactement. On ne peut pas destituer un président sans passer par le Congrès, avec une grande majorité, là pour le coup. C'est le scénario dont rêvent les démocrates, évidemment, mais aussi une partie des républicains plus classiques qui n'ont toujours pas digéré l'élection de Trump. Mais le président pourrait leur faciliter les choses si la liquidation de son empire commercial et financier n'est pas impeccable sur le plan juridique. Et pour ça, il ne reste que 3 semaines à Trump pour se mettre en régularité avec la loi et surtout avec les comités d'éthique de la Maison-Blanche et du Congrès. Merci beaucoup François Clémenceau, Nicolas Bétou et Natacha Polony, les éditorialistes d'Europe Soir.